Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Et là, on commence à recevoir plusieurs lettres, des dizaines, des centaines, des milliers. Et là, on sait vraiment plus trop quoi faire. Tous les jeunes sont hyper ravis de le faire. Il y en a beaucoup, ils sont trop contents. C'est leur événement de la semaine. Aujourd'hui, je vais à l'IPAD, je vais rencontrer Michel et Chantal pour discuter, pour jouer au bridge et écouter la musique, jouer du piano, rien se dire, dessiner. On est dans un monde ultra connecté, mais où tout est impersonnel. Et d'écrire une lettre, c'est là où on peut être connecté et on s'imagine cette personne en face et on se dit, ok, bah là, la personne auquel je vais écrire cette lettre, elle va la toucher, elle va la lire dans son lit ou dans sa chaise. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès et je vous accueille sur le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de don de soi. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes qui nous aident à voir plus loin. Bienvenue dans Les Engagés. Et parfois, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais l'engagement n'a pas d'âge. Alors que notre société parfois juge sévèrement les jeunes, beaucoup sont tournés vers les autres, montent des projets, qui en épatent beaucoup. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. Charles Duron a 22 ans, et c'est il y a 5 ans qu'il s'est engagé dans un projet qui a pris une ampleur que ses cousins et lui n'auraient probablement pas imaginé. Ce projet intergénérationnel, dont Charles va nous parler aujourd'hui, c'est Une lettre, un sourire, lancé au début du confinement, en mars 2020. Bonjour Charles. Bonjour Aude. Charles, vous avez 22 ans, vous êtes élève à l'ICAM, une école d'ingénieurs à Lille, et vous allez nous parler de votre engagement que vous avez lancé avec une dizaine de cousins en mars 2020. Est-ce que vous voulez nous raconter le lancement de ce projet un peu fou ? Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 ? Alors on s'en souvient, on était tous confinés, vous aussi j'imagine. Exactement. Moi j'étais personnellement aux Pays-Bas, mais mes cousins étaient à Lille. Et période un peu folle. Mon oncle travaillait dans un cercle d'EHPAD et il racontait autour d'un apéro que les personnes âgées se laissaient mourir. Et du coup, ça nous a vraiment frappé parce que c'est quand même quelque chose d'horrible. On pense à nos grands-parents, on se dit que c'est pas normal et on a du temps. Parce que les EHPAD étaient confinés même avant nous. Et donc les personnes âgées étaient confinées, ne pouvaient pas recevoir de visite. Exactement. Et c'était terrible. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos peu de ressources et notre temps qui était quand même assez disponible quand on n'était plus vraiment en études. Et donc, on s'est dit, les personnes âgées aiment recevoir des lettres et donc on va leur envoyer des lettres. Et du coup, on se demande, mais comment on peut faire pour envoyer des lettres à des personnes âgées en EHPAD à travers la France ? Et donc, on se dit, nous, on sait faire des sites, les jeunes, ils connaissent Internet et les personnes âgées connaissent les lettres. Donc, il faut qu'on fasse un média qui puisse faire le lien entre les deux. Et donc, le site est né pendant la nuit. Une lettre, un sourire est venu assez rapidement, parce qu'une lettre, c'est un sourire pour une personne âgée. Ça marchait bien. Et donc, on s'est lancé là-dedans et on l'a envoyé sur toutes nos stories Instagram, Facebook et autres. Et au bout de 24 heures, ça prend lentement. Il y a quelques lettres. On les écrit parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais on se dit, tant pis si ça floppe et tant mieux si ça fonctionne. Donc, vous écrivez les lettres à la main au début ou vous les recevez, vous les envoyez par la poste ? On les recevait par mail parce que tout passait à travers le site et c'était une façon de pouvoir se connecter avec n'importe qui. Ces internautes, du coup, au début, c'était que nos cousins ou notre grande famille. Et en fait, très rapidement, le réseau de mes cousins est hyper efficace. On connaissait plus du tout les personnes. Et là, on commence à recevoir plusieurs lettres, des dizaines, des centaines, des milliers. Et là, on sait vraiment plus trop quoi faire. Parce qu'on avait un site, certes, mais on n'avait pas du tout envisagé que ça allait aussi bien fonctionner. Les lettres que vous receviez, vous les imprimiez et vous les envoyiez à des EHPAD ? Vous aviez une liste de personnes à qui les envoyer ? Exactement. Sauf que là, on était face à un problème. On avait beaucoup de lettres. Tout le monde voulait écrire des lettres, mais on n'avait personne à qui les envoyer. Du coup, on contacte les EHPAD et comme vous avez dit, on les imprime et on leur poste. Sauf qu'au début, on ne savait pas exactement comment fonctionnait le Covid.
Et on avait peur, à travers un commentaire qui nous avait été fait, attention, à travers les lettres que vous postez, vous envoyez le Covid. Et du coup, on s'est dit, OK, c'est vraiment pas le projet. Et donc, on s'est dit, OK, on va les envoyer par pack PDF aux EHPAD, et de là, ils vont pouvoir les imprimer et les distribuer eux-mêmes. Parce que c'est un écosystème dans l'EHPAD. Moi, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème là-dessus. Et ça a pris une ampleur fou. On recevait 8000 lettres par jour. Au bout de combien de temps ? Au bout de quelques mois. Même pas. Et c'était assez fou. Vous vous souvenez des premières réactions des EHPAD ou des personnes âgées ? Est-ce que vous avez eu des retours dès le début ? Beaucoup de retours des EHPAD. Ils étaient assez choqués. Ils étaient même hyper contents qu'une initiative comme ça prenait place, parce que pour beaucoup de résidents, ils avaient peu de visites de base, même avant le Covid. Et là, de recevoir autant de lettres de personnes qui étaient tellement bienveillantes, que ça soit Lucas, 3 ans, qui a fait un gâteau au chocolat avec sa mère, ou Martin, 50 ans, père de 5 enfants. Qu'est-ce qu'on raconte dans ces lettres à des personnes âgées qu'on ne connaît pas ? Ça va de tout. Une qui m'a fait le plus rire, c'était un petit enfant qui avait fait un gâteau au chocolat fondant avec sa mère dans son jardin. Et il racontait que voilà, il avait fait ce gâteau, il était très content. Et c'était une lettre, je pense, de 4 lignes. Mais c'était hyper mignon. Et sinon, il y en a, c'est des personnes qui se confient comme s'ils se confiaient à leurs grands-parents, qui est peut-être décédé ou qui est peut-être pas là. C'est des lettres hyper personnelles, mais qui sont toujours hyper bienveillantes. Ça, c'est la règle de base que vous aviez définie avec ceux qu'on appelle les cousins, donc la dizaine de cousins qui avaient lancé ce projet. C'est qu'il faut que ce soit bienveillant, donc vous les relisiez, ces lettres, On est obligé. Par la loi, on est obligé de relire parce qu'il y a un certain nombre de règles qu'on est obligé de respecter, notamment les numéros de téléphone de mineurs qu'on ne peut pas transmettre, et on est obligé de vérifier qu'elles sont bienveillantes. Parce que oui, la grande majorité écrasante sont des lettres hyper bienveillantes, mais il y a toujours cette petite fraction de lettres qui sont un peu moins bienveillantes, et du coup on est obligé de les écarter. Et du coup au début c'était un filtre, on checkait même les fautes d'orthographe, mais sauf qu'au bout d'un moment on ne pouvait plus. Et du coup, il y a un filtre qui est toujours fait par loi. Qu'est-ce que ça apporte d'écrire pour des jeunes comme vous, d'écrire à des personnes âgées qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas leurs grands-parents ? C'est déstabilisant au début, quand on commence à écrire « cher monsieur », on le barre, on écrit « cher madame », on le barre, on écrit « cher monsieur, chère madame », on le barre. Et au bout d'un moment, on a ce fil qui vient en tête et on se dit « ok, en fait, j'ai envie d'ouvrir un peu mon cœur, j'ai envie de me livrer ». On est dans un monde ultra connecté, mais où tout est impersonnel. Et d'écrire une lettre, c'est là où on peut être connecté et on s'imagine cette personne en face et on se dit, ok, bah là, la personne auquel je vais écrire cette lettre, elle va la toucher, elle va la lire dans son lit ou dans sa chaise et elle va pouvoir dire, ok, Charles a écrit une lettre pour moi et il m'envoie ce petit rayon de soleil ou ce petit doute où il me confie ci, il me confie ça. C'est de passer des petits moments, de se confier, de s'ouvrir, parce que c'est les personnes qui, certes, sont âgées, mais moi, je préfère sages, et qui ont plein de choses à nous partager. Et je pense que ça fait que du bien de pouvoir s'ouvrir. La personne âgée répond à l'envoyeur ? Est-ce qu'on laisse les coordonnées ? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir, si la personne âgée souhaite et si l'envoyeur souhaite être répondu, qu'il y ait un échange qui se crée derrière. Parce que un lien. Le but, c'est qu'on soit le premier lien, mais que derrière, ça soit un lien qui se crée entre eux. Maintenant, pas mal de résidents ne sont pas forcément tous en forme de pouvoir répondre. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps parce que l'âge fait que. Mais dans l'idée, oui, c'est qu'il y a un lien qui se crée pour les personnes majeures. Et donc, il y a des histoires de personnes qui se répondent. Et puis après, là, on ne peut plus gérer. Mais tant mieux, c'est une connexion qui se crée. Est-ce que vous avez en tête une ou deux histoires de liens qui se sont noués ? J'en aurais pas comme ça à vous raconter, mais moi, j'étais en tournée avec la troupe de théâtre de ma sœur. On faisait Fantasio. Et moi, j'étais derrière, j'étais leur petite main, je les aidais dans les EHPAD ou pendant les spectacles. Et le soir, on lisait les lettres que les spectateurs avaient écrites. Et donc, je leur lisais la lettre. Je me rappelle de cette dame qui était très, très âgée et qui était très souffrante. Et je lui lis la lettre plusieurs fois, parce qu'elle l'oublie. Et donc, je répète la lettre et c'était hyper émouvant. Et puis après, on a écrit la réponse ensemble. Je ne sais pas s'il y a eu de réponse encore par la suite de la jeune fille, mais d'avoir écrit cette réponse avec cette dame qui avait une histoire folle. Elle avait traversé le monde entier pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait gardé de recueils à travers le monde, et tout ça dans des cartons après, et j'étais impressionné et bouleversé par cette dame qui certes avait du mal aujourd'hui à écrire, mais toute sa vie avait gardé des recueils d'histoires qu'on ne peut que rêver, genre.
Et puis le Covid est passé, les EHPAD ont rouvert, nous avons pu tous ressortir, vous avez pu reprendre vos études. Et pourtant, Une lettre, un sourire a continué. Quelle forme a pris l'association maintenant qu'on peut aller voir les gens, maintenant que c'est plus facile de mobiliser les jeunes à des actions? Qu'est-ce que vous avez lancé comme autre initiative? Maintenant, il y a plusieurs partenariats, notamment avec l'Éducation nationale, où toutes les écoles de France publiques sont en lien, en cours de français, en cours de géo. Ça peut faire partie du cursus d'écrire une lettre. Le professeur peut demander ça, et puis après, elle peut être déposée à l'EHPAD ou en visite. Les établissements ont un EHPAD partenaire. Ouais, du primaire au lycée, les classes peuvent écrire des lettres et être distribuées, mais il n'y a pas que les jeunes, du primaire au lycée, il y a aussi les moins jeunes, les adultes, mes parents, qui travaillent, qui peuvent être en partenariat avec Une lettre, un sourire, sous forme de team building ou autre. Vous allez dans les entreprises et vous proposez à des salariés d'écrire une lettre à une personne âgée. Exactement. C'est dans le cadre du ASE des entreprises. Ils peuvent écrire des lettres, ils peuvent faire des visites dans des EHPAD. Il y a plusieurs formes d'ateliers différents, mais toujours qui impliquent ou bien de la sensibilisation, ou bien de l'écriture de lettres, ou bien de la visite avec des seniors. C'est quelque chose qui est assez riche parce que quand on rentre dans le monde du travail, on peut rentrer dans des routines et on peut oublier aussi ce genre de problèmes. C'est des beaux moments qui sont bien partagés. Et il y a eu pas mal de bons retours. Il y a notamment un monsieur qui a témoigné à la fin d'une activité qu'il n'avait jamais écrit à son père. Et donc, il s'est dit, ok, je vais lui écrire et c'est chose faite. Il lui a écrit et il l'a lancé. Et je pense que c'est les choses où on rentre dans la vie et on oublie parce que les établissements pour les personnes âgées peuvent un peu, d'une façon, les isoler loin de nous. Et du coup, là, c'est vraiment de les réintégrer. Combien de lettres sont envoyées par l'association Une lettre, un sourire par mois ou par an ou au total? Pour l'instant, on est à plus d'1 million de lettres envoyées à travers toute la France majoritairement, mais aussi pas mal de pays à l'étranger. On a 1800 EHPAD en France, partenaires, et 200 à l'étranger. On a des jumelages avec 10 langues différentes, donc ça fait quand même un sacré tas de lettres différentes. Pour l'instant, on est partenaire avec 850 établissements scolaires qui écrivent des lettres de façon assez régulière. Les résidents reçoivent une lettre par semaine environ? C'est ça. Ça dépend du désir des dirigeants de l'EHPAD. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendant du nombre de résidents qu'ils ont. On s'adapte à leurs besoins. C'est assez simple pour nous d'envoyer des lettres sous façon numérique parce que c'est des packs PDF qu'on peut envoyer. Mais pour les lettres manuscrites, ça peut dépendre des scouts qui sont autour, ça peut dépendre des écoles qui sont autour, ça peut dépendre des entreprises qui sont autour. Du coup, ce chiffre peut varier. On a une fonctionnalité que j'ai pas évoquée, c'est qu'on peut choisir l'EHPAD dans lequel on envoie. Et donc, si quelqu'un souhaite envoyer une lettre à son grand-père ou à sa grand-mère, il peut regarder sur notre site, sélectionner un EHPAD et après leur envoyer une lettre directement à travers notre site. Et puis, il y a des jeunes qui vont dans les EHPAD, partent faire des tours de France ou un bout de chemin et s'arrêtent dans des EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérience? Ça, on les appelle les Go and Smile et on invite toute personne spontanée et pleine d'aventures à nous contacter parce que c'est des projets qui sont hyper riches. Et notamment, il y a eu beaucoup de tours de France, des tours de région en vélo ou à pied, où il y a eu des France-Pékin. Il y a eu plein d'aventures folles à travers ces Go and Smile où justement, le but, c'est de voyager. Ça prend différentes formes, mais de visiter les différents EHPAD au fur et à mesure, de dormir dans les EHPAD ou alors ne serait-ce que de passer et justement à travers son aventure, de pouvoir la partager à toutes ces personnes le long de son parcours. Et donc, ça passe pas forcément par une forme de lettre, mais ça passe par un récit. C'est ça. Ça peut être quelqu'un qui voyage avec son vélo, ça peut être quelqu'un qui voyage avec son violon, ça peut être quelqu'un qui... Un piano, c'est un peu plus encombrant, mais on en trouve dans les EHPAD souvent. Et on a le droit d'aller dans des EHPAD comme ça, de vous prévenir à l'avance comment ça se passe? Alors oui, il ne faut pas se porter à la porte et sonner, mais on peut réserver, et c'est assez simple, il faut prévenir, parce que c'est quand même une maison médicalisée pour certains moments, où on ne peut pas juste venir. Et donc oui, réserver, appeler, ne serait-ce que 24 heures avant, 48 heures avant, peut débloquer beaucoup. Et notamment dans les Go and Smile, on a beaucoup d'EHPAD partenaires, et du coup qui simplifient tout ça, et on peut faire un grand tracé et voir en amont avec tout le monde. Après, si c'est pour faire France-Pékin, comme elle a déjà été fait, c'est un peu plus dur pour réserver tous les EHPAD. Et puis j'ai entendu que le guide du routard aussi allait créer une édition où seraient mentionnés des EHPAD. Exactement, pour le guide de routard des cyclistes de France, on a fait rajouter beaucoup d'EHPAD dans les étapes, et le guide du routard invite les cyclistes, sous réservation, à s'arrêter dans les EHPAD pour raconter son voyage, pour prendre un thé, pour justement que ça soit une étape comme un monument historique.
Aujourd'hui, Charles, vous avez 22 ans, vous aviez 17 ans quand vous avez lancé cette aventure avec vos cousins. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous vous dites ? Le vertige, je dirais plutôt, parce que on est 10 étudiants lambda, 10 cousins qui s'aiment. On aurait su à quel point notre projet aurait pris de l'ampleur, on l'aurait pas fait. Par peur, partir, envoyer plus d'1,5 million de lettres, jamais on se dit que c'est réalisable. Cependant, au début, c'était pas du tout l'ambition. C'était ok, ne serait-ce que si on arrive à envoyer une lettre, tant mieux. On en a envoyé plus d'1 million. C'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Chacun a participé à son ampleur. Moi, j'avais 17 ans. J'étais moins technique que mes cousins qui avaient commencé leurs études, notamment en tech, où là, c'est quand même pratique quand on développe des sites internet. Mais on a chacun ajouté notre pierre à l'édifice et l'assaut continue. Et elle est prise dans un train parce que c'est plus vraiment nous qui portons le projet, mais c'est le projet qui se porte en lui-même. Vous avez repris vos études, donc vous vous retrouvez régulièrement quand même, les 10 fondateurs ? On est quand même assez proches, donc que ce soit pour l'assaut ou autre, on se retrouve, mais on est quand même obligé de se retrouver de temps en temps pour discuter de comment va l'assaut, les directions, etc. Mais toutes les personnes qui travaillent au jour le jour, qui font avancer et vivent l'assaut, il y a beaucoup de services civiques, beaucoup de stagiaires, quelques employés, et donc c'est une asso qui tourne vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qui, dans le sein des études, sont obligés de passer un certain temps avec une association. Et du coup, une asso est une des options. Et pour l'instant, on a 200 jeunes étudiants, comme moi, qui, par année, passent 30 heures dans les EHPAD, etc. Pour être franc, c'était quelque chose, j'étais pas exactement sûr de comment ça allait être reçu par les étudiants, parce que c'est notamment avec l'ICAM, mon école, où on est des jeunes, on aime bouger, on aime faire la fête, on aime étudier, mais je savais pas exactement comment ça allait être perçu. Et en fait, tous les jeunes sont hyper ravis de le faire. Il y en a beaucoup, ils sont trop contents. C'est leur événement de la semaine. Aujourd'hui, je vais à l'IPAD, je vais rencontrer Michel et Chantal pour discuter, pour jouer au bridge et écouter la musique, jouer du piano, rien se dire, dessiner. Et je trouve ça magnifique. Et même certains étudiants lancent d'autres projets, ou que ça soit des tricots à 3 mains, des choses comme ça. Et en fait, je suis tellement heureux de voir que tout le monde se lance dans le projet à son échelle. Est-ce que vous pensez que notre société a oublié un peu les aînés, les personnes âgées ? D'une façon, je pense que notre culture, oui, un peu. Les EHPAD, c'est aussi hyper important parce qu'on a des vies hyper actives où on travaille beaucoup et du coup, on n'a pas forcément le temps de prendre soin de nos parents qui peuvent être très souffrants et qui ont besoin de soutien médical qu'on n'a pas forcément. Du coup, dans un sens, c'est quand même une nécessité. On ne peut pas négliger ça, mais il y a 2 ans, j'étais au Brésil pendant une année d'échange où je suis resté 1 an et le concept d'EHPAD n'existait pas. Les parents sont à la maison. Alors oui, il y a plusieurs facteurs, mais quand même, la famille, ils restent tout le temps ensemble. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué. Parce qu'on est une famille qui a été expatriée toute sa vie, qui voyage beaucoup. Et c'était un point qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, ok, moi, dans ma vie, que je suis en train de forger, qu'on forge, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et en fait, cette proximité avec nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos oncles, nos tantes, c'est hyper important. Parce que c'est quand même les personnes qui vous aiment le plus et qui sont là pour vous. Oui, de les avoir de côté et un peu de les oublier de temps en temps, c'est très dur. Merci beaucoup Charles pour ce témoignage très fort autour du lien intergénérationnel, de la nécessité d'écrire, de voir les personnes âgées, d'avoir ce lien avec eux qu'on oublie parfois. J'en viens à la fin de notre entretien et la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Un des sujets qu'on a beaucoup évoqué cette année dans nos cours, c'était le système low-tech. Et donc, j'inviterai un dirigeant, fondateur d'association low-tech à venir témoigner. Je pense que ça peut être très intéressant. Merci beaucoup, Charles. Je rappelle que vous êtes cofondateur avec vos 9 cousins de Une lettre, un sourire, qui est une association qui continue à se développer, qui noue des partenariats, qui envoie des lettres dans les EHPAD. Merci, Charles. Merci beaucoup, Aude, de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants. À bientôt.
Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.